Dimanche après-midi au musée, autour d'une approche sur la question de l'ombre à partir des expositions qui sont proposées actuellement au MRAC, donc celle de Lourdes Castro que vous avez au rez-de-chaussée, et puis à l'étage, il a Rembrandt de Londres. Donc il ne s'agit pas pour moi de faire une conférence sur les expositions, mais d'aborder cette thématique de l'ombre que l'on retrouve particulièrement dans le travail de ces deux artistes très différemment du reste, et on va voir comment effectivement je l'aborde sous quelle partie pris. Vous avez une place par exemple juste ici si vous voulez. Donc j'ai préparé aussi à votre attention, vous allez trouver sur vos sièges une petite bibliographie qui vous permet aussi de prolonger par des lectures, donc avec des auteurs très différents, philosophes, sociologues, écrivains, qui vous permettent aussi de prolonger cette question-là, et des ouvrages parfois dans lesquels, évidemment, j'ai pu puiser aussi. Alors, dans les arts, ce qu'on appelle aujourd'hui communément les arts visuels, puisque c'est un sens plus élargi peut-être qu'art plastique, puisqu'on inclut aussi notamment le cinéma, sur lequel, bien sûr, je reviendrai. La lumière, c'est généralement ce qui a été le plus souvent mis en avant, tandis que l'ombre est gardée à l'ombre. Or, nulle lumière sans ombre, nulle perception ni conception de la lumière sans l'expérience de l'ombre, et vice-versa. Alors, déjà, je vais revenir sur le titre que j'ai donné à cette conférence. Les ombres sont plus timides que les hommes, donc cette phrase n'est pas de mon fait. Elle est tirée d'un texte du philosophe allemand, Friedrich Nietzsche, à partir de cette œuvre extrêmement importante, ce recueil d'écrits humains trop humains, dans lequel il y a un dialogue extrêmement beau, touchant, dans lequel j'ai puisé allègrement, qui est donc Le Voyageur et son ombre, publié donc en 1880. Pourquoi je fonde cette approche de l'ombre sur ce texte-là? Comme on va le voir, c'est parce que c'est un parti pris chez Nietzsche où l'ombre est autonome, où l'ombre est libre. Donc par rapport aux expositions qui sont ici, et en particulier l'œuvre de Lourdes Castro, ça me semblait beaucoup plus juste que d'aborder toujours sur le sempiternel mythe de la caverne de Platon, qui lui situe l'ombre uniquement dans l'ordre de la copie. Donc là, c'est un point de vue très, très différent. Donc il me semble que celui de Nietzsche, en tout cas, servait davantage le propos que je voulais amener. Dans le texte de Nietzsche, la parole de l'ombre, donc je le disais, c'est d'abord l'expression de sa liberté, de son autonomie même. Elle dit par exemple, dans ce dialogue de Nietzsche, je cite, « Quand l'homme appréhende la lumière, nous appréhendons l'homme, c'est la mesure de notre liberté. » Donc cette idée que c'est l'ombre qui appréhende l'homme et non pas l'inverse, je la trouve également très intéressante, notamment par rapport aux expositions qui sont proposées ici. Dans le dialogue de Nietzsche, l'ombre apparaît, bien sûr, diverse et complexe, elle qui disparaît au soleil de midi ou à minuit, dit sa manière de rassembler les contraires, c'est-à-dire à la fois sa vanité et sa timidité. Là aussi, c'est des notions sur lesquelles nous reviendrons, la vanité en particulier, puisque on sait combien, et depuis au moins Jung, l'ombre est liée à la fois à la mort et à la vie, donc ce rapport à la vanité est important, et puis cette timidité, là aussi, donc elle se justifie. Elle dit par exemple, toujours dans ce texte, « J'aime les hommes parce qu'ils sont disciples de la lumière et je me réjouis de la clarté qui est dans leurs yeux. » Donc là aussi, un aspect, je trouve, qui nous permet d'aborder l'ombre différemment que toujours dans cette dualité entre la mort et la vie, entre le mal et le bien. Donc là encore, c'est un autre aspect que je trouve intéressant dans ce texte de Nietzsche. Ce qui fait que l'ombre n'est plus alors une sorte de tache informe et mobile qui accompagnerait la présence des objets en modifiant leur rapport à la lumière. Si on voit là aussi très nettement dans l'œuvre de Lourdes Castro, l'ombre n'est jamais effectivement une tache de lumière. Jamais une tache sombre, pas de lumière. Donc on est vraiment au cœur de cette idée-là.
L'ombre est aussi ce qui fonde, on peut dire, la transfiguration d'un refoulé, c'est-à-dire ce qui fonde un dialogue avec une lumière dont elle ne veut sans doute pas se séparer. Et là aussi, c'est ce qu'on peut mesurer dans bien des œuvres, notamment de Lourdes Castro, qui va superposer par exemple des plexiglas et qui va nous traduire un petit peu également cette idée-là. Alors, la problématique, elle serait peut-être là, en tout cas la question qu'on pourrait se poser. L'ombre est-elle toujours un presque rien matériel qui exprime des rapports de force à la fois subjectifs et objectifs? La question, la réponse plutôt est déjà comprise dans la question, je dirais sans doute pas, et nous le montrerons de deux manières. La première partie, où j'essaierai de revenir sur le fait que la représentation est une ombre, et puis dans un second temps, revenir sur le fait que l'ombre n'est pas le double. Et ça, c'est un aspect qui me paraît extrêmement important que nous développerons bien sûr. Toujours en introduction, j'ai ramené quelques autres éléments de réflexion pour introduire notre propos. Rappeler évidemment que l'histoire de l'ombre, elle est très vaste malgré tout, donc il faut choisir, dans le cadre d'une conférence, un aspect plutôt qu'un autre. Mais depuis le XIe siècle jusqu'à l'époque baroque, en passant par le travail de Rodin et puis celui d'un artiste hongrois comme Laszlo Molinaghi, qui a été éminent professeur à l'école du Bauhaus, en passant également par les constructivistes russes comme Antoine Plesner, l'ombre a trouvé essentiellement une place dans la sculpture. Or, depuis, ce qui se passe au niveau de l'ombre dans l'art contemporain est au-delà de la sculpture, réintroduit justement cette question de la représentation. Donc là, c'est aussi une histoire un petit peu particulière. L'ombre a trouvé une place perceptive pendant des siècles dans le champ de la sculpture, servant à souligner le mouvement, le dynamisme, la profondeur. Ce n'est qu'à partir des années 50, finalement, qu'on la considère aussi dans une autre fonction beaucoup plus autonome, et en particulier dans le travail de Lourdes Castro, puisqu'elle a mis en place vraiment ce travail, cette réflexion sur l'ombre. La majeure partie des œuvres que vous avez ici, elles ont été faites dans les années 60, au tout début des années 60. Donc elle appartient vraiment aussi à cette histoire-là, Lourdes Castro, ce qui est un élément, me semble-t-il, important à resituer, tant son œuvre garde malgré tout une jeunesse incroyable. Je crois qu'il y a cet aspect qui me semble étonnant aussi. Donc l'ombre est aujourd'hui, je dirais, un sujet et une matière très exploitée par les artistes contemporains. Mais là aussi, on ne peut pas l'aborder dans toutes ses dimensions. Si je synthétise, vraiment, on peut dire que l'ombre est abordée selon deux grandes manières. L'une qui est de l'ordre vraiment de l'expérience sensorielle. Alors c'est quelque chose que j'avais un petit peu évoqué lors de la dernière conférence ici par rapport à la relation art et cinéma expérimental, parce que j'avais parlé beaucoup de dispositifs écraniques, de dispositifs presque filmiques dans l'art contemporain. Donc c'est quelque chose que j'avais davantage évoqué, c'était par rapport à l'exposition précédente autour d'Isabelle Cornaro. Là, évidemment, on est dans un autre type d'œuvre, donc l'autre aspect important sur l'ombre dans l'art contemporain questionne davantage la représentation, l'image par le contour, la silhouette, et c'est donc bien sûr par rapport à cet axe-là que l'on va s'intéresser aujourd'hui. Donc, petit rappel pour ceux qui n'auraient peut-être pas encore eu le temps de voir l'exposition. Lourdes Castro donc, est une artiste née au Portugal, près de Madère en 1930, diplômée de peinture de l'école des Beaux-Arts de Lisbonne. Elle part ensuite en 1957 à Munich, puis s'installe en 1958 à Paris avec son futur mari, le peintre René Berthelot. Et ensemble, ils ont notamment créé un magazine artistique qui a été extrêmement important dans ces années, fin des années 50, début des années 60, qui avait pour titre KWY, qui a été vraiment le support d'un groupe d'artistes
qui se désintéressait d'un art un peu plus institutionnel et qui avait amené des collaborations, en particulier avec un artiste aujourd'hui très connu qui est Christo, d'autres moins connus comme Jan Voss ou José Scala, mais qui était vraiment tout un groupe d'artistes qui avaient des réflexions extrêmement intéressantes. Elle a également participé au courant de l'abstraction lyrique, puis a exposé à Paris donc, ses collages d'objets peints de teintes argentées en 1961. Donc vous avez quelques exemples ici à l'étage. Elle crée également des livres au collage plein d'humour en exemplaires uniques, et puis ses silhouettes peintes sur plexiglas, découpées ou brodées sur des draps, présentées pour la première fois en 1963. Et c'est un travail vraiment qui introduit une nouvelle dimension dans l'ordre de l'image, avec je dirais, une constante qui est finalement son interrogation sur l'ombre, tout en lui donnant différentes formes, permettant aussi des réflexions diverses sur notre façon de voir, de comprendre l'ombre, mais comme on l'indiquait déjà en introduction, peut-être de nous comprendre aussi nous-mêmes. L'autre exposition donc, est celle de Ulla von Brandenburg, autre génération, autre situation géographique, l'Allemagne, une artiste allemande née en 1974, qui elle est d'abord passée par la scénographie, puisqu'elle a étudié à la Karlsruhe, au niveau de la scénographie, avant d'intégrer l'école d'art de Hambourg, où elle a développé tout un travail s'appuyant sur une diversité de médiums, ce que montre bien sûr l'exposition, de vases d'installation dans lesquelles on trouve autant de films, d'aquarelles, de peintures murales, de découpage, avec une mise en scène qui s'élabore en fonction des espaces d'exposition. Donc chaque exposition est bien sûr unique dans ces dispositifs, puisqu'il y a aussi une réflexion sur le lieu. C'est un travail qui est vraiment orienté sur l'exploration du théâtre comme une construction, des œuvres qui interrogent les rapports entre illusion et réalité, public et acteur. On verra que c'est quelque chose qui est récurrent chez tous les artistes finalement qui questionnent l'ombre. C'est un aspect qu'on retrouve évidemment. Dans ces installations, le visiteur est amené à franchir des seuils qui sont matérialisés par ces pans de rideaux, traverser des espaces mentaux aménagés par l'artiste. Alors elle touche à la source de l'image avec des installations qui révèlent, on pourrait dire, l'envers du décor, un univers qui lui aussi est peuplé d'ombres et de personnages qui interrogent l'autre. C'est très différent du travail de Lourdes Castro, où on est confronté davantage à un rapport plus direct à une image, en tout cas à ses superpositions, sauf quand elle va disposer aussi ses draps dans l'espace, mais d'une façon générale, on a un travail qui est très très différent, et le travail de Ulla von Brandenburg, qui effectivement vient aussi de ce milieu du monde du théâtre, inscrit vraiment le spectateur en tant qu'acteur de ces pièces. Donc le spectateur est pris au cœur de coulisses qui s'imbriquent, surpris par les masques qu'on découvre derrière les rideaux, et puis des liens de filiation qui sont apparents. Je parlais du théâtre, mais en particulier le théâtre d'ombre, sur lequel nous allons revenir. Et puis c'est un écho aussi au travail cinématographique d'une grande pionnière qui a été Lotte Renninger, et sur laquelle je reviendrai aussi bien évidemment. Alors, l'une des clés, toujours en introduction, pour comprendre notre rapport à l'ombre, eh bien, réside peut-être dans une œuvre qu'a réalisée Marcel Duchamp en 1931, au 31 rue de Seine, ce qu'on appelle la porte Gradiva. À ce moment-là, André Breton vient de décider d'ouvrir une galerie d'objets surréalistes qui prend le nom de Gradiva. La porte d'entrée est dessinée par Duchamp, donc elle est en verre, derrière deux colonnes, et elle représente la silhouette, comme des ombres, d'un couple par lequel on entre pour découvrir l'univers onirique des objets. Gradiva, c'est évidemment un nom étonnant, ça vient d'un roman célèbre. En 1903, l'écrivain Wilhelm Jens, donc écrivain allemand, avait publié un roman qui avait pour titre donc Gradiva, fantaisie pompéienne. Gradiva, qui signifie en latin celle qui marche en avant.
Là aussi, j'ai trouvé que cet exemple était en résonance avec Le Voyageur et son ombre de Nietzsche et ramenait à cette question de franchissement, de celle qui avance et qui peut-être, là encore une fois, donnait une autre dimension, une autre définition à l'ombre. Freud rendit célèbre ce roman en lui consacrant une étude en 1907, une étude qui avait pour titre « Le délire et les rêves dans le Gradiva de Jensen ». Et puis l'œuvre a été redécouverte dans le milieu surréaliste dès sa traduction en français en 1931. En 1932, André Breton met en exergue de son recueil « Les vases communicants » la dernière phrase du roman. La dernière phrase de ce roman est celle-ci. En retroussant légèrement sa robe de sa main gauche, Gradiva rediviva, enveloppé des regards rêveurs de Arnold, de sa démarche souple et tranquille, passa de l'autre côté de la rue. Encore cette notion de passage, je trouve qu'il va tellement bien aux expositions qui sont présentées ici. Dans quelques années, le thème est érigé en mythe, celui de la femme thérapeute, celle qui ramène de la mort à la vie, ce monde de l'entre-deux où la conscience évolue entre le réel et le rêve. Cette silhouette découpée d'un couple enlacé la donne le ton, réunissant aussi les pôles féminins et masculins en un vide, permettant de voir plus loin. Et telle est peut-être l'ombre, celle qui permet de voir au-delà d'une perception immédiate. Alors, dans une première partie, j'annonçais que je voulais revenir sur cette question de l'ombre comme représentation. Dans son histoire, en premier lieu, évidemment, le premier dessin exécuté sur une pierre, un souvenir, de souvenir ou d'après nature, représentait non seulement le contour, mais aussi les points saillants d'un objet qui avait frappé l'œil du dessinateur. La première silhouette fut quant à elle la première représentation exacte d'un objet, son auteur s'étant contenté de tracer le contour de l'ombre de cet objet, se détachant sur une surface plus claire. La silhouette occupe une place intéressante, non seulement dans l'histoire, on pourrait dire primitive, des manifestations de l'intelligence de l'homme, mais aussi dans l'histoire du portrait. Elle reproduit imparfaitement, mais fidèlement la figure humaine, alors que l'artiste l'interprète. Donc il y a un écart. Mais cet écart-là, on y reviendra, parce que, bien entendu, dans les exemples que je vais vous montrer, eh bien, des artistes vont jouer de ce paradoxe, de cette ambiguïté ou de cet écart. Alors, si la postérité a boudé Étienne de Silhouette, la langue française a retenu donc son patronyme, passé dans l'usage commun, qui désigna d'abord un portrait dessiné de profil. Alors, Étienne de Silhouette aurait inventé une machine à dessiner, à reproduire le contour. Alors, les historiens ne s'accordent pas sur la paternité du procédé. Toujours est-il que l'invention s'est répandue comme une vraie traînée de poudre et le principe a toujours été employé dans les arts graphiques. Cela tient à ce que ce procédé de représenter une figure ou un objet par une masse noire, se détachant en plein sur du blanc, frappe énergiquement notre sens visuel et lui laisse une impression plus rapide, plus profonde que les dessins où les détails, plus ou moins bien rendus, exigent de l'œil un travail de recherche et de compréhension. C'est la différence entre la reproduction et l'art. La silhouette portrait donna naissance aussitôt à une vraie industrie qui fut celle du portrait à bon marché, réalisé à l'aide donc de cette machine appelée un physionotrace. Pour extraire de la silhouette du corps, le dessin s'avère efficace, tout comme la machine à profil. Cette machine, donc, que Lavater considère comme un moyen, je le cite, sûr et commode. Alors Lavater est quelqu'un d'assez connu pour son traité de physiognomonie. L'art de connaître les hommes par la physiognomonie a été publié donc à la fin du XVIIIe siècle. Dans ce traité, l'auteur remet au bout du jour une très ancienne technique d'origine grecque qui vise à déchiffrer le caractère d'un individu par l'étude attentive des détails de son apparence. Je le cite, ce Lavater et cet ouvrage-là, parce qu'il y a une artiste contemporaine qui s'appelle Carl Walker qui repart de Lavater pour réaliser son travail, donc j'en parlerai tout à l'heure. Mais toujours dans ce rapport au théâtre d'ombre, pour faire aussi le lien avec les expositions,
je voulais aussi évoquer quand même Carandache, dessinateur et caricaturiste français, de son vrai nom Emmanuel Poiré, donc qui a été vraiment connu comme dessin humoristique, caricaturiste. Il est né à Moscou et il est le petit-fils d'un officier français blessé à la bataille de la Moskova. Ce grand-père, soigné sur place, s'installe en Russie, mais le jeune Emmanuel, en 1877, en quête de ses origines, part en France faire son service militaire pour justement y recouvrer la nationalité française. Et les premiers dessins qu'il réalise pour la vie militaire témoignent de ce goût pour l'armée qu'il ne l'a jamais quittée. Carandache est resté toute sa vie fidèle à l'image héroïque qu'il s'est faite de son ancêtre et de l'épopée de celui-ci dans les armées de Napoléon. Publiant pour la première fois en 1881 des caricatures militaires, des dessins de chevaux, il choisit donc le pseudonyme de Carandache, on connaît bien l'orthographe aujourd'hui, mais qui était une translittération fantaisiste du mot russe Carandache, qui s'écrit K-A-R-A-N-D-A-C-H, qui est plus ou moins la traduction de crayon en français, d'où la reprise qui a été faite ensuite par la célèbre marque. Il devient ensuite dessinateur extrêmement réputé, et à partir de 1886, il publie ses dessins humoristiques, donc Chat Noir, Le Tout Paris, La Vie militaire, La Caricature ou encore Le Journal. Alors quand il inaugure le théâtre d'ombre du Chat Noir, célèbre cabaret de Montmartre entre 1881 et 1887, qui existe toujours d'ailleurs, il évoque les campagnes de la Grande Armée. En 1986, Carandache signe l'un des premiers spectacles en ombre néo-chinoise, donc présenté dans le cabaret Montmartre 3, ce premier spectacle, donc ce titre d'épopée, un spectacle qui relate les campagnes de la Grande Armée avec ses heures glorieuses et ses heures sombres. D'un point de vue technique, les personnages de sa première version sont découpés dans du carton selon la méthode alors en usage, et c'est avec le décorateur du cabaret qu'il perfectionne le procédé par la suite. Les silhouettes sont alors découpées dans des plaques de zinc de 5 mm d'épaisseur, certaines sont articulées. Les plaques coulisses ont des rainures espacées de quelques centimètres, réparties donc sur plusieurs plans entre l'écran et la source lumineuse. On fait donc coulisser ces plaques de verre sur lesquelles sont peints, en couleur translucide, des ciels de toutes nuances. Là aussi, on retrouve la réintroduction de la couleur dont on reparlera, ce qui permet d'inscrire aussi le travail de Lourdes Castro par rapport à ces questions de filtres colorés. Alors, 8 à 10 machinistes étaient nécessaires pour assurer le fonctionnement du spectacle. Et la première version de l'épopée comptait donc 2 actes et 30 tableaux. Le spectacle s'était étoffé ensuite, comptant 50 tableaux 10 ans plus tard. Avec ce premier acte donc, qui évoque les défilés de la Grande Armée, la représentation des drapeaux pris à l'ennemi. Et ça a été vraiment un spectacle phare au Chat Noir pendant des années, un triomphe qui a valu à l'artiste une réputation considérable avec plus de 1000 représentations, et le tsar Alexandre III en personne qui s'est fait envoyer donc, ces silhouettes découpées. Alors du théâtre d'ombre au cinéma d'animation, le chemin n'a pas été long. On a en effet, tout à l'heure je vous citais Lotte Renninger, donc, qui est née à Berlin, qui, alors qu'elle était adolescente, a été séduite lors d'une conférence sur le film d'animation et a décidé de suivre les cours d'une école prestigieuse allemande, le Deutsches Theater, où elle s'y distingue, surtout en découpant avec dextérité et talent les silhouettes de ses professeurs et collabore dès l'âge de 17 ans déjà sur des films. Sa propre carrière de réalisatrice débute en 1919. Elle a alors pour collaborateur Karl Koch, qui va devenir son mari et qui va co-signer également tous ses films, une cinquantaine, jusqu'à la mort de celui-ci en 1963. Son expérience dans l'art de la silhouette la conduit naturellement à utiliser, là encore, la technique de l'ombre chinoise, des silhouettes qui sont articulées pour permettre le mouvement et filmées à contre-jour, image par image. Les éléments du décor en premier plan sont également opaques,
Seuls les fonds, constitués par des feuilles de calque découpées et superposées pour obtenir donc diverses nuances de gris. Avec cette technique, donc la virtuosité de l'auteur Heminger est restée inégalée. Alors elle a 24 ans quand elle entreprend son unique long métrage, Les aventures du prince Ahmed, d'après les contes des Mille et une nuits, un premier long métrage d'animation, c'est le tout premier de l'histoire du cinéma, qui cumule de nombreuses prouesses techniques. Entièrement animé en silhouette de papier découpé, c'est vraiment une merveille du 7e art, qui est un trésor d'inventivité, de finesse des formes. Avec son mari, ils ont produit près de 250 000 photogrammes et 96 000 images truquées. C'est un travail colossal. Un film qui se déroule en 5 actes, qui est muet, mais l'auteur Heminger a travaillé avec le compositeur Wolfgang Zeller, qui créa une musique originale donc, pour le film et pour synchroniser la musique et l'image, l'élaboration des mouvements, donc c'est fait directement à partir de la partition. Et puis le film fut teinté. Alors ceux qui connaissent les films de Méliès ont l'habitude des films colorisés, c'est-à-dire peints à la main, avec différentes couleurs suivant les parties. Le principe de la teinture est différent. Ici, donc, on trempe le positif, c'est-à-dire la pellicule obtenue après le développement du négatif de la caméra, dans un bain de colorant. Ce procédé est moins long et moins coûteux que la colorisation, mais la visée, surtout, n'est pas la même. Donc, c'est un choix esthétique qui a guidé ce choix. Dans un film teinté comme Les aventures du prince Ahmed, la couleur de la teinture remplace le blanc. La couleur n'a donc pas de visée réaliste, mais bien une visée dramatique. Là aussi, on retrouve d'une certaine façon les choix de Lourdes Castro. Le bleu signifie par exemple la nuit ou un intérieur non éclairé, le rouge orangé, des endroits évidemment plus chauds, parfois plus intimes aussi, et puis le vert est présent dans les scènes qui se déroulent la plupart du temps à l'entrée des pays des démons. Je signalerai encore que l'auteur Heminger, en 1943, compose les silhouettes du Don Quichotte du film de Pabst, et qu'à Paris, elle se lie d'amitié avec Renoir, avec lequel il collabore pour la séquence du Théâtre d'ombre de la Marseillaise en 1938. Elle a également réalisé une abondante production de contes de fées pour les télévisions anglaises et américaines de 1951 à 1963. Et à la mort de son mari, donc en 1963, elle s'est surtout consacrée à l'illustration de livres et au théâtre d'ombre. L'ombre de l'homme, on peut dire vraiment, a été le premier moyen par lequel l'homme a vu son corps. Ça, c'est aussi un aspect qu'on oublie parfois, mais qui est important, bien avant l'apparition des miroirs. La connaissance de soi-même est d'abord passée par l'ombre. Son rôle est profondément ambivalent, puisque à travers les cultures diverses et variées, même les croyances, les religions, elle signifie autant la mort que la vie, et ces deux significations antagonistes reposent vraiment sur cette croyance primitive de la dualité de l'âme. Le premier artiste contemporain à vraiment avoir abordé cela, c'est Christian Boltanski. Donc, né en 1944, qui est photographe, sculpteur, cinéaste, connu donc pour ses nombreuses installations, qui se définit lui-même comme peintre, bien qu'il ait depuis fort longtemps abandonné ce support. On l'a surnommé l'empereur des ombres, puisque c'est un thème qui s'impose chez lui avec une troublante mise en scène justement de cette question du reflet des âmes. Et il a lui-même été profondément marqué par ce dispositif traditionnel des ombres chinoises ou javanaises, à tel point que dès le tout début des années 80, il commence par réaliser de grandes formes découpées, qu'il a appelées à ses compositions théâtrales en 1980, pour réaliser en 1984 donc, son théâtre d'ombre. Il est d'abord question d'un dispositif que l'on a au centre, donc qui projette des ombres démesurément agrandies sur les murs. Le spectateur est amené donc à contempler de frêles silhouettes qui sont agitées par un ventilateur et qui entament cette sorte de danse macabre.
Dans son théâtre d'ombre, Boltanski, on peut dire qu'il déploie, qu'il déplie dans l'espace architectural, c'est-à-dire le sol, les murs, évidemment le plafond, des ombres d'une scène de manège, de pantin désarticulée, à laquelle, engagée là aussi dans une expérience immersive, se mêle l'ombre, évidemment, des propres visiteurs. Ce sont des ombres portées, on pourrait dire déportées, hein, justement par ces déformations, par ce mouvement, à l'échelle architecturale, soumises à des déformations excessives et à des étirements au contact des différents lieux de l'espace architectural. Là aussi, selon le lieu dans lequel l'œuvre est présentée, les étirements ne seront jamais les mêmes, les déformations ne seront jamais évidemment tout à fait les mêmes non plus. Pour dire qu'il s'agit d'images à la fois plurielles, mais surtout d'images instables. Alors si cette question d'image instable, j'y reviendrai en conclusion, en revenant d'ailleurs à Marcel Duchamp. Des images instables qui se déploient vraiment sur toutes les faces d'un white cube, avec des ombres fantomatiques, anamorphosées, disproportionnées, qui ne cessent en même temps de renvoyer à ce qui leur donne source, c'est-à-dire ce tout petit foyer de lumière, ce rond des figurines d'échelle réduites au centre de la pièce, et puis bien entendu au corps physique des visiteurs éparpillés en tout lieu de l'espace. Un jeu de scène qui fait que les spectateurs immergés dans la pénombre deviennent progressivement, eux aussi, les acteurs du spectacle. Toujours sur cette question du rapport à l'image, je voulais évoquer cette artiste américaine née en 1969, Kara Walker, qui explore par ses silhouettes de papier découpé au contour complexe les relations entre les races, entre les sexes. Indissociable de son statut de femme et d'artiste noire, son œuvre traite vraiment sans tabou ni fausse pudeur les aspects souvent les plus déplaisants du racisme et du sexisme de l'histoire américaine. Son travail s'identifie pleinement, là encore, à la technique des silhouettes, dont l'apparition, on l'a vu, remonte au XVIe siècle, développement du XVIIIe, XIXe, mais depuis 1993 à peu près, dans son travail, ces installations de figures à l'échelle humaine se développent sur de vastes murs comme des fresques, dans des proportions inhabituelles pour une pratique qui était généralement consacrée à des portraits en miniature. L'artiste, je le disais, il dénonce l'exploitation, l'oppression des Noirs par les Blancs, mais aussi l'hypersexualisation de la femme noire. Il y a un travail chez elle aussi qui se poursuit dans des films d'animation. Donc là encore, la référence à l'auteur Heminger est extrêmement importante. Elle tire son inspiration vraiment de sources variées, des mélodrames historiques, des romans populaires, des récits d'esclaves, mais aussi cette fameuse physiognomonie dont je parlais tout à l'heure, ce fameux traité de Lavater qu'elle connaît évidemment très bien, et qui vient contrebalancer l'histoire d'une Amérique magnifiée par la littérature et le cinéma. Ces grandes silhouettes découpées mettent en scène le Sud d'avant la guerre de sécession, faisant apparaître la richesse d'un imaginaire débridé où se mêlent fantasmes et pensées, rapport à l'autre et à soi-même, passé, présent, futur, le sentiment de déjà-vu du regardeur face à ce qui ressemble évidemment à des ombres chinoises, qui est complètement détrompé lorsque l'on comprend en s'approchant qu'il s'agit de formes découpées dans du papier noir, lesquelles, une fois collées à la cire, deviennent si planes que le papier semble disparaître dans le mur. Donc là aussi, un rapport, toujours un questionnement dans notre perception, entre ce qu'est l'image, cette question de la représentation et la fonction de l'ombre. La dimension grotesque des personnages et de leurs actions, conjointe au geste de la découpe des figures de leur fond noir, attaque l'idée même de représentation de l'histoire et de la mémoire de l'esclavage. L'artiste cite parmi les éclectiques sources des installations de silhouettes, justement, la peinture d'histoire. Et là, c'est un point que je trouve passionnant, parce qu'à partir de là, il ne s'agit rien de moins
que d'enlever des figures à leur fond par le geste violent de la découpe. Il s'agit bien dans le travail de Kara Walter d'une décontextualisation, comme finalement pour nous confronter directement, je dirais, à la réalité crue, à la réalité nue, sans le filtre d'une quelconque narration, et en tout cas sans le filtre de l'histoire tel que généralement le monde occidental la traite. Alors, le moyen d'expression qu'est la silhouette donne évidemment un certain degré d'illisibilité à la forme. Ça aussi, c'est quelque chose qui est particulier à cette technique-là qu'on a évoquée tout à l'heure. Il est difficile de distinguer les différentes formes englouties dans ces grandes taches noires dont la clarté de découpe est toute trompeuse. Les formes ne se détachent pas les unes des autres. La fonction du dessin concerne ce qui sépare, qui délimite, est subvertie par l'artiste. Les silhouettes de Walker jouent sur la confusion des contours de corps indistincts afin de dresser la monstruosité de l'esclavage, forme de violence institutionnalisée reposant sur la domination raciale. Donc la silhouette, comme moyen d'expression, permet d'exposer ici une double réflexion sur la violence. Mise à distance de cette forme de violence historique que fut l'esclavage en la présentant comme indescriptible, et mise au jour de la violence raciste en tant que désir d'éradication de l'autre. La silhouette, on peut dire chez Kara Walker, esthétise la violence en ce sens qu'elle réduit l'objet de la représentation à un procédé stylistique donné, signe minimal du dessin. Dans le même temps, on peut concevoir l'esthétisation comme processus d'embellissement afin de rendre plaisantes à l'œil des scènes abominables, ce qui participe évidemment de la stratégie esthétique de Walker. Nous parvenons aussi nous-mêmes à faire ce travail de discrimination d'une silhouette à l'autre, car nous avons tous, je dis bien tous, intégré les codes visuels de la représentation raciste. Aucun spectateur, donc, n'échappe à la contamination de sa propre conscience par le racisme. Elles illustrent ce phénomène en ne révélant, je mets des gros guillemets, bien sûr, l'identité des personnages, que si l'on accepte d'identifier le profil racial. Exemple, je vois un nez pointu, je pense un blanc. Je vois une bouche bipue, je pense un noir. C'est-à-dire de reconnaître que l'on sait lire les signes de la réduction des individus à des caricatures. En cela, les silhouettes sont profondément conceptuelles. On est au-delà simplement du dessin et de la représentation, on est bien entendu sur quelque chose de philosophique, de sociologique, d'anthropologique, puisqu'elles doivent être activées non seulement par l'acte de perception, mais aussi par l'histoire personnelle et la position sociale du regardeur. Dans Dark Return Rebellion, l'artiste donc afro-américaine déploie sur les murs un groupe de silhouettes projetant le spectateur à travers sa propre ombre au milieu de la scène. Là aussi, on retrouve le procédé qu'avait mis en place Boltanski avec quelque chose de très différent. On n'a pas de dispositif. Là, ce ne sont pas des ombres projetées, on est bien sur des découpages de silhouettes, mais en travaillant la couleur par la lumière, par là aussi le flux, les faisceaux de lumière colorée, et en y ajoutant la participation du spectateur, étant donné que ces silhouettes sont à échelle 1, évidemment que le spectateur devient lui-même acteur de cette scène dont on ne sait finalement plus l'origine. Est-ce qu'on se situe dans une époque coloniale? Où est-ce qu'on est? Est-ce qu'on est en Louisiane? Est-ce qu'on est en Afrique du Sud? Bref, on peut se poser et se projeter dans toutes sortes d'histoires par rapport, encore une fois, à ce rapport entre les personnes issues du continent africain et le monde occidental. Elle y déploie donc sur les murs un groupe de silhouettes qui donc, projette le spectateur à travers sa propre ombre au milieu de cette scène, avec une mise en espace par la couleur qui accentue, on peut dire, l'aspect terrifiant de ce théâtre de la cruauté qui est Dark Return Rebellion.
Les installations détournent la fonction initiale de la silhouette qui faisait office de portrait à la fin du XVIIIe siècle et à l'ère romantique, puisque les silhouettes de Walker visent à suggérer qu'elles capturent les contours de modèles en chair et en os, mais elles sont de véritables simulacres, des copies de portraits sans modèle. Donc on revient encore une fois à cette question du stéréotype, on revient encore une fois à cette question du langage et de l'image dans notre rapport aussi à l'histoire telle qu'elle nous est racontée et dans les livres même les plus sérieux. Donc au modèle, Walker substitue des stéréotypes. Très vite, il relie le travestissement de l'histoire de l'esclavage à la violence symbolique des personnages que l'on peut lire comme esclaves, donc noirs, sont empruntés aux caricatures racistes qui ont été extrêmement nombreuses, qui ont envahi la culture visuelle américaine après la fin de la guerre de sécession, alors que le mythe du raffinement et du vieux Sud, où maîtres et esclaves vivaient dans l'harmonie et la douceur, s'enracinait à grande échelle de la culture américaine. Il s'agit donc, chez Kara Walker, de faire éclater la possibilité même de la représentation, en suggérant que la mémoire de l'esclavage a été recouverte et irrévocablement transformée par ces représentations. L'ombre, en ce sens, se fait vérité, se fait révélation. Ce que je trouve d'assez extraordinaire dans cette démonstration, c'est que ces qualités-là, c'était celles, et c'est toujours celles, que l'on prête habituellement à la lumière via, en particulier, certaines religions, pour ne pas les mentionner. Dans une seconde partie, je voulais démontrer que l'ombre n'est pas le double. Les artistes interrogent le voir, ce n'est pas nouveau. Concernant notre sujet, certains démontrent que la présence d'une chose, de l'ombre, ici, est une incarnation, s'affirmant dans sa différence. L'ombre portée révèle une image différente du réel. Je commencerai par vous montrer donc, cette œuvre de cet artiste japonais très célèbre, Shigeo Fukuda, avec cette œuvre qui a pour titre Déjeuner avec un casque, qui se compose de deux parties, hein, d'une sculpture faite à partir de près de 850 couverts soudés, hein, de fourchettes, cuillères, couteaux en acier inoxydable, et la projection qui nous amène sur, évidemment, une autre image. Shigeo Fukuda donc, est artiste et designer, décédé en 2009, et il a laissé un héritage artistique assez important. Ça a été quelqu'un de très engagé politiquement pour la paix, à qui l'on doit notamment la création de nombreuses affiches pacifistes qui ont fait vraiment une référence en termes de graphisme et de modernité. Mais il a aussi beaucoup travaillé autour de ce monde fait d'ombre et de lumière. En témoignent donc ces sculptures à base d'objets qui se transforment sous le vent d'éclairage, ce qui lui permet de bousculer les apparences dans des créations étonnantes et riches de sens, ce qu'il a appelé d'ailleurs ces sculptures d'ombre et qui témoignent de ce goût pour l'illusion. Il nous amène donc dans son travail à reconsidérer notre regard à partir là aussi d'une image qui montre bien qu'elle n'est pas le double de quoi que ce soit, qu'elle existe en tant que propre autonomie dans effectivement cette faculté encore une fois d'incarnation d'une silhouette. Et on peut dire que l'ombre est à partir de là aussi dans ses travaux, cette autre réalité de l'image sur laquelle je reviendrai. Alors, plus récemment, un couple d'artistes anglais a repris d'une certaine façon ce travail-là, donc Tim Love et Sue Webster, donc deux artistes d'origine anglaise qui fabriquent des sculptures avec différents objets de récupération. Alors, toutes sortes de choses, du bois, des canettes de soda, de la ferraille, des paquets de cigarettes, des animaux empaillés, enfin la liste est évidemment très longue, des œuvres qui sont d'abord sculptées,
puis placés, donc là aussi, sous le feu de projecteur, dans le but de créer des ombres qui représentent, cette fois-ci, des personnages dans différentes postures. Au premier coup d'œil, cette œuvre nous donne à voir vraiment un tas de déchets a priori informes, mais ne nous trompons pas, c'est évidemment une sculpture extrêmement exigeante. Et puis le projecteur qui est posé au sol devant ce tas donc, génère un faisceau de lumière sur la sculpture et qui fait apparaître l'ombre qui représente deux silhouettes assises dos à dos, les artistes eux-mêmes. Donc là, il s'agit quasiment d'un autoportrait. Que nous dit cet autoportrait? Donc, il y a bien entendu, évidemment, un regard très critique par rapport à notre propre monde, par rapport à notre contemporanéité et les problèmes que nous connaissons aujourd'hui face à notre problème de surproduction, de notre gestion des déchets, etc., etc. Grâce à cette projection de l'ombre, les déchets donc, qui figurent, les silhouettes, permettent aux artistes d'insister, bien sûr, sur la fragilité de l'existence, tant on sait que l'ombre est insaisissable, qui suggère aussi ce parallélisme entre objets de consommation et ces corps évanescents, impalpables, ils sont même des fantômes, inévitables, disparition de l'homme, sans doute, s'il en est, la planète survivra, nous c'est pas sûr, enfin il s'est même annoncé, nous ne survivrons pas. Donc vanité contemporaine par excellence, cette œuvre donne un sentiment, dans un premier temps, de surprise, peut-être même d'émerveillement, qui est provoqué donc, toujours par ce jeu illusionniste qui évolue pourtant vers quelque chose de plus douloureux, marqué par ce retour à la réalité, cette prise de conscience à la fois politique, métaphysique, de notre condition de mortel, avec un jeu d'anamorphose, de développement processuel de la sculpture, où les artistes donc suggèrent que l'ombre n'est plus que l'ombre d'un tas de déchets qui se consomment, ce qu'évoquent aussi les mouettes empaillées au premier plan, qui picorent les restes, enfin, en tout cas qui jouent à picorer les restes, et font le sombre constat, en tout cas, de l'héritage laissé par l'homme contemporain aux générations futures. On est vraiment donc sur un autre type de passage, ici ce passage de l'objet à l'image, du tas à la figure, qui place l'observateur dans une position active, différente de celle qu'on a vue chez Vera Walker par exemple, mais qui l'invite à une double lecture de l'œuvre entre évidemment l'illusion, mais aussi la réalité. Et c'était une grande historienne d'art américaine qui parlait, Rosalind Krauss, qui parlait justement, je la cite, de cette sculpture contemporaine qui semble véritablement obsédée par l'idée de passage. J'introduisais d'ailleurs avec Duchamp tout à l'heure cette idée que l'ombre était dans cette question de passage, dans cette marche. On retrouve aussi avec Rosalind Krauss, pas directement sur l'ombre, mais en tout cas une des fonctions de la sculpture qui serait sur cette question de passage, qui caractérise avant tout un dialogue entre les médias, mais aussi entre les états de conscience, comme le confirme cette pièce. Donc des travaux ici qui révèlent finalement l'horreur qui est tapie sous cette ombre élégante, et nous bien sûr nous sommes face une fois de plus à une question philosophique entre l'ombre et son apparence, ou l'ombre et notre apparence. Là aussi on peut y amener des subtilités. Inévitable, l'œuvre de Philippe Ramette sur la question de l'ombre. Alors Philippe Ramette, c'est un artiste qui a souvent été exposé à Sète, et cette œuvre-là, elle a été exposée aussi, notamment il n'y a pas très longtemps, enfin pas si longtemps que ça, au CRAC. C'est au début des années 90 que sont apparues les premières œuvres de Philippe Ramette, qui a étudié à la Villa Arson, à Nice, et qui a abandonné très vite ses tentatives de peintre pour développer des installations, de la photographie, des mélanges, je pourrais dire presque de bricolages ingénieux, d'objets délicatement fabriqués, d'où émane ce qui fait le propre de son travail, on peut dire l'humour, la peur, l'ironie, parfois le dérisoire, mais aussi la mise en jeu de l'art, vraiment au sens premier du terme. Ici, c'est une œuvre qui montre un clivage entre la réalité et l'ombre projetée. Le corps, vidé de ses vêtements, est passé dans l'ombre. S'agit-il de l'absence ou de la présence?
L'ombre de moi-même étale au sol donc la silhouette de l'artiste disparu, dont la dépouille se résume à un costume vide. Sa présence est totalement irréelle puisque aucun corps n'arrête la lumière alors même qu'il se mesure à son ombre. Un corps qui malgré tout semble incarné, nu, autre paradoxe s'il en est. La tromperie anecdotique, on pourrait dire du double sens, se mue vite en double jeu pour arriver finalement à une forme d'aliénation, on va dire c'est le serpent qui se mord la queue, où le costume et les chaussures de l'artiste étalés sur le sol projettent comme par magie l'ombre de leur propriétaire absent en disposant une silhouette humaine dans le prolongement d'un costume vide, peut-être cette libération du corps. Ramet évoque aussi le célèbre conte d'Anderson dans lequel un homme se fait assassiner par son ombre. Donc ce texte, c'est ce texte publié en 1847 qui a pour titre L'ombre, où l'ombre dans ce texte dit, je cite, « J'ai d'autant plus de raison de montrer quelque hauteur qu'étant dans l'antichambre du palais, j'ai saisi la ressemblance de mon être intime avant la poésie. Tous deux, nous sommes des reflets. » Là aussi, cette question des reflets, de dire que l'un comme l'autre, l'homme et l'ombre sont tous deux de même nature, nous amène à évidemment questionner, encore une fois, cette ombre et sa définition. Autre artiste qui joue, encore une fois, de cette illusion, de cette tromperie, de ce jeu, c'est Kumi Yamashita, une artiste donc japonaise installée à New York et qui combine dans ses œuvres des installations faites de tissus, de plastique, de bois, avec des projecteurs qui créent des jeux d'ombre où se dessinent des silhouettes. Avec une grande attention aux détails, ces travaux sont vraiment exhaustivement complexes et précis en restant profondément humains. Les objets ordinaires se transforment en images insaisissables dans une relation vraiment entre l'imprévisible et la perception réelle. Avec ici un principe qui est celui d'agencer un groupe d'objets, de sculptures, d'assemblages hétéroclites, etc., afin qu'ils créent une ombre significative. Là aussi, je vous renvoie à ce principe de physiognomonie où elle définit, puisque là on est sur une installation qui est juste un détail, donc il faut imaginer un mur rempli de ces papiers qui, par leur sol lumière, amènent le profil d'un visage, où elle dresse là aussi toute une typologie humaine, et là encore une fois, en fonction de nos réflexes, de notre culture, de ce que nous sommes, nous allons plus ou moins reconnaître tel ou tel type de profil humain. Autre type, oui, donc c'est une œuvre qui se compose de plusieurs sculptures créées avec du papier japonais froissé. Et comme seule source de lumière, c'est l'ombre elle-même du papier. Un morceau de papier qui donne vie à un visage qui apparaît toujours en ombre chinoise. Ce sont des œuvres là, qui nous démontrent vraiment à quel point nos connaissances, nos préjugés orientent naturellement nos perceptions, nous conduisant à rapprocher ou assimiler ce que nous voyons ou ce que nous connaissons déjà. Et puis, je voulais encore montrer cette œuvre-là de cet artiste qui a pour titre Zero to Nine. Donc le titre, je dirais, a vraiment une double entrée, déjà parce que cette œuvre est constituée à partir de ces chiffres qui vont de 0 à 9 et qui permettent donc là aussi par la source lumineuse de créer un profil, de créer donc cette silhouette, ce contour de visage, mais c'est aussi un clin d'œil inévitablement à un autre artiste dont j'évoquerai le nom en conclusion, qui est Vito Acconci, qui était un grand artiste plutôt courant de l'art minimal américain des années 60 et qui avait créé donc une revue de poésie en 1969 qui avait ce titre Zero to Nine. Donc voilà, il y a, je dirais, un double jeu dans ce titre-là et
le travail que je montrerai de Vito Acconci pourra expliquer aussi la raison de ce choix. Alors c'est une œuvre qui révèle l'inconstance des choses, le caractère éphémère des représentations et lève le voile des yeux sur la réalité perçue. Évidemment, rien n'est jamais placé au hasard, chaque objet est minutieusement agencé, plié par Yamashita de manière à délimiter les contours d'une forme et ainsi donner des sens à des silhouettes. Elle explique elle-même, je la cite, « Je sculpte des ombres avec de la lumière ou de la lumière avec des ombres, mais les deux procédés sont les mêmes. Je prends des objets et les place en relation avec une seule source de lumière. L'œuvre complète est donc comprise entre les matériaux, les objets, et l'immatériel, la lumière ou l'ombre. » Donc l'idée c'était vraiment de montrer ici que l'ombre, contrairement à ce que l'on croit, n'est pas un double. Alors, en conclusion, je voudrais revenir sur 2-3 éléments qui me semblaient importants. Déjà, revenir sur le fait que la silhouette, est-ce que le sujet ignore de lui-même son profil? Autrement dit, c'est ce qu'on a appelé évidemment sa part d'ombre. J'avais introduit mon propos avec Duchamp, difficile de ne pas revenir sur sa réflexion puisqu'il définissait lui-même ainsi sa pratique. Les porteurs d'ombre travaillent dans l'inframince. Alors les porteurs d'ombre, ce seraient évidemment les artistes. Quant à l'inframince, c'est une condition de passage. On retrouve encore cette notion de passage d'une dimension à une autre. Duchamp conçoit là un mot qui lui permet de se situer adroitement à la lisière des différents champs disciplinaires, notamment par rapport à la science, et qui en lui-même définit un seuil limite. Il s'agit de considérer non plus ce qui est infiniment mince, mais ce qui est très, très, très mince, en dessous du mince, en infra. Les buées, les nuées, les gaz, les nuages, l'air, les ombres, autrement dit, tous ces états si difficiles à cerner, ces corps si délicats à saisir. Et il y a beaucoup de force à l'œuvre, dans l'ombre, cette presque immatérialité des choses que l'on situe parfois à la limite du fantastique. Vito Acconci en avait d'une certaine façon proposé une interprétation quelques années plus tard. Vito Acconci, donc cet artiste né en 1940 à New York, un artiste très particulier qui a d'abord eu une formation exclusivement littéraire, qui s'est consacré à la poésie, qui a fondé donc, et coédité donc, cette fameuse revue dont je parlais tout à l'heure, Zero to Nine, et des recherches esthétiques qui l'intéressent tout particulièrement, celles qui tournent donc autour du minimal, du minimalisme. Et c'est par vraiment l'image filmée qu'il s'est exprimé, qu'il s'est fait connaître, avec des petits films qu'il a tournés en Super 8, qui sont habités par des préoccupations d'ordre conceptuel. Vraiment tout ce qui tourne sur des idées, quelles qu'elles soient d'ailleurs, dans l'ordre finalement d'une discipline ou d'une autre. Son corps a été un objet d'expérimentation et le langage un moyen de pouvoir sur le corps. Alors dans Shadowplay, on traduit vraiment par simulacre, Vito Acconci est habillé en noir, dos à la caméra, face au mur blanc où se projette son ombre noire. Il bouge devant le mur, saute comme un boxeur se battant avec son ombre, lutte avec sa face obscure, avec, je cite, son éternel antagoniste, et là je cite Carl Jung qui parlait de l'ombre cachée dans les profondeurs de notre inconscient. Shadowplay, c'est donc un des volets d'une sorte de triptyque filmé intitulé Three Relationship Studies, où chaque élément vise à explorer cette dynamique mise en œuvre à l'occasion d'échanges non-verbaux. L'effet miroir joue pleinement dans cette mise en scène du corps, et ce volet intitulé Shadowplay, que l'on peut voir notamment dans les collections du Centre Georges Pompidou, est particulièrement efficace de ce point de vue, puisqu'il met l'individu directement face à lui-même, face à un autre, et non pas à son double, par le truchement bien sûr d'une ombre qui est la sienne. C'est une expérience que l'on a tous vécue, mais Acconci la montre, la fait durer, la retient et lui donne ainsi une consistance.
L'ombre n'est donc pas cantonnée au rôle subsidiaire qui avait généralement été le sien jusqu'alors. Elle est devenue un sujet à part entière. Et Giorgio Di Chirico écrivait du reste, je le cite, « Il y a plus d'énigmes dans l'ombre d'un homme qui marche en plein soleil que dans toutes les religions du passé, du présent et de l'avenir. » Marcel Duchamp pousse plus loin encore la réflexion sur la projection. Dans ses notes, il déclare vouloir faire un tableau par ombre portée en 1918, puis il envisage de fonder une société anonyme de porteurs d'ombre. Sa démonstration nous rappelait que la réalité vraie est fuyante, indéfinissable, parce qu'elle se trouve dans une autre sphère toujours en devenir. Nous sommes ainsi entre ombre et illusion, et rien de ce que nous voyons, touchons ou pensons ne possède une consistance réelle. C'est la limite de notre vue, l'horizon limite, comme l'appelle Duchamp, la limite de notre mémoire et de nos connaissances. Par exemple, l'objet que nous voyons d'un côté n'est pas le même de l'autre, et pourtant l'objet est identique à lui-même. Donc, ce que nous voyons n'est que l'ombre d'une réalité, d'une autre réalité. Lorsqu'en 1918, Duchamp réalise Tumen, il indique, avec une petite main peinte comme une enseigne signalétique, que ce que doit induire le commentaire ou la contemplation se trouve au-delà des ombres. Tumen est le dernier tableau de Marcel Duchamp en tant que peintre. C'est une commande qui était destinée à la bibliothèque de sa mécène et collaboratrice Catherine Dreyer. Un tableau peint de 3 ready-made, dont 2 seulement furent réalisés, roues de bicyclette et porte-manteau. Le 3e, tire-bouchon, étant resté au titre de projet. Ni objet, ni image. La projection en ombre chinoise met cet objet en mouvement à la surface du tableau, puisque telle est la technique enfantine utilisée, en l'occurrence par Duchamp. Catherine Pérec est professeure d'histoire de l'art à Paris 8, lors d'une conférence au Jeu de Paume en 2008, parle, je la cite, à propos de cette œuvre, « Image immobile du mouvement, vitesse de l'ombre projetée qui traverse à toute allure l'espace complexe de la toile et qui subitement s'arrête en plein ciel. Course de vitesse entre représentation optique et ombre projetée, course de traces. Tumen est un tableau à voir vite, de manière extra rapide, à la fois de face et de profil, suivant la ligne du goupillon qui le trouve en son centre et perpendiculairement à cette ligne. C'est un tableau de vitesse dans lequel Duchamp propose de s'émanciper de la nostalgie des vraies choses et de l'obsession moderne qui va avec, la conservation des traces. Les artistes seraient ainsi des porteurs d'ombre, eux dont ne dépend plus la possibilité que leur travail devienne des œuvres d'art. Je ne sais pas si vous avez envie de réagir, des questions. Vous avez, tout le monde a vu déjà les expositions? Ça donne un petit peu une façon de la voir autrement. Oui. J'ai bien apprécié votre exposé, mais moi, je suis venu attiré par l'ombre et j'entendais dans l'ombre ce que la culture asiatique a donné à l'ombre. La culture asiatique, elle est essentiellement, dans toutes ses formes, l'ombre a une importance considérable. Elle a une existence à part entière. Oui. Effectivement. L'Occident n'a pas eu, parce qu'on revenait effectivement sur cette part d'ombre,
avec, je dirais, tout ce sentiment aussi judéo-chrétien, où il fallait identifier dans l'image, d'une certaine façon, ce qui était le mal. Et l'ombre est devenue le mal. Il suffit de regarder les films de Murnau, par exemple. On a ce rapport à l'ombre dans la société occidentale qui est très très particulier dans cette ambivalence de l'âme. La face obscure, la face cachée, ce qui est en pleine lumière, ce qui est dans l'ombre. Et évidemment, vous faites bien de le souligner, dans d'autres cultures, l'ombre n'a pas du tout cette fonction-là, n'a pas du tout cette image-là, mais ça tient aussi à nos croyances, réellement, je pense. Je ne sais pas si ça, si ça corrobore ce que vous vouliez amener, mais je pense qu'il y a une différence qui est fondamentale dans cette lecture-là, qui est vraiment quand même liée quand même à nos croyances. Et c'est juste une précision. Les dernières phrases là, de Duchamp, on peut les retrouver où? Alors là, ce n'était pas les phrases, c'était pas Duchamp que je citais, c'était Catherine Perel qui a réalisé une conférence au Jeu de Paume en 2008, entre autres sur l'œuvre de Duchamp. Et là, vous allez, je crois, sur le Jeu de Paume, sur le site du musée du Jeu de Paume. Après, ce qui m'intéressait, c'est cette histoire de trace là, donc c'est elle qui le dit. Oui, c'est elle qui l'explique. Alors effectivement, elle est très, très juste dans son propos par rapport à Duchamp. Sur Duchamp en particulier, vous pouvez lire les entretiens qu'il a réalisés avec Pierre Cabane, qui ont été publiés. Et ça, c'est un livre qu'on trouve très, très facilement, où il parle de tout ça, de l'inframince, de ses porteurs d'ombre. Ça, on le retrouve assez facilement. Merci. Sinon, c'est Catherine Perret, qui est professeure à Paris 8 et qui a un peu été une spécialiste de toutes ces questions, notamment, et qui a réalisé plusieurs conférences à ce sujet-là. Donc, on trouve pas mal d'extraits en ligne. Merci. J'ai une curiosité technique, excusez-moi. Lorsque ce couple s'est représenté à partir d'un tas de détritus. Oui, Noble et Webster. Exactement. Alors, je me suis posé la question, est-ce qu'ils s'étaient déjà projetés eux-mêmes avant d'assembler le tas de détritus pour que ça corresponde exactement à l'image projetée? Alors, je ne suis pas dans leur secret de réalisation d'un processus d'œuvre, mais ils ont dû faire énormément de recherches, prendre énormément de repères, ça c'est évident. C'est évident. Après, il faut évidemment prendre en compte le faisceau de lumière, vous mettez ou vous le positionnez dans l'espace, donc c'est un travail qui est de longue haleine, de précision, de toutes sortes de tests, de réglages, bien entendu, de repères à prendre. Mais dans l'exposition, ce que j'avais beaucoup aimé, moi, c'était au niveau pas du potager, de l'herbier. Là, quand on nous a expliqué que c'était l'ombre, enfin, la décoloration qui avait fait que c'était pas l'ombre de l'objet lui-même. Ça, j'avais trouvé ça. C'est un transfert. Ça, c'était extraordinaire. En définitive, un transfert. Donc, qui montre bien que l'ombre est multiple. Et Lourdes Castro, pour ça, elle a un travail vraiment d'une grande exemplarité parce qu'elle aborde l'ombre vraiment de façon très, très, très différente. On a vraiment un rapport au dessin, un rapport au transfert. Il y a vraiment différentes techniques, un rapport à la superposition. Donc, on est bien au-delà de la simple ombre projetée. Oui, c'est extraordinaire. Il y avait la même question à propos de la moto. Ah oui. Des motos. La moto? Oui. Bah, c'est pareil, c'est le même principe qu'effectivement Noble et Webster. Donc là aussi, c'est un travail. Alors là, c'est un petit peu inversé aussi, parce qu'on est sur en plus une sculpture suspendue. Donc ce qui, là encore une fois, amène un travail d'une grande précision qui est d'autant plus complexe, me semble-t-il, ici, c'est que tout est soudé.
Donc la précision, elle est vraiment, je dirais, extrêmement importante. Bah, il a dû faire beaucoup aussi de choses, en commençant par des choses plus simples. C'est un principe qui est un petit peu différent des Anglais, et puis là on est dans un rapport d'objet à objet, alors que chez les Anglais on est vraiment dans même si les œuvres se ressemblent du point de vue technique, les enjeux ne sont pas tout à fait les mêmes. Puisque chez les Anglais, on est vraiment dans un questionnement critique sur notre monde actuel. Il y a quelque chose, même si évidemment Fukuda était un homme très engagé, pacifiste, qui avait aussi conscience des dangers, de la mise en danger de la planète, il y a quand même un rapport très, très esthétique dans la brillance aussi, dans le choix de tous ces couverts. Il y a quelque chose de très différent du travail des Anglais qui, eux, vont vraiment jouer sur cette variété des déchets, donc travaillant aussi la couleur, travaillant les différentes matières. Donc ça se ressemble, mais en même temps, on n'est pas sur les mêmes enjeux ni esthétiques, ni, on pourrait dire, politiques, par exemple. Proches, mais pas tant que ça non plus. Les artistes sont toujours présents partout parce que dans une expérience pédagogique, il a été prouvé que les enfants qui avaient des gros problèmes de timidité, de rapport à l'autre, savaient s'exprimer derrière un drap et que les autres lisent ce qu'ils étaient en train de faire, alors qu'ils étaient incapables de le faire devant le public, enfin, devant les autres, face à face. Le drap, alors le théâtre d'ombre a eu certainement beaucoup d'influence. J'avais fait l'expérience, quelques années en arrière, je travaillais à la médiathèque, à l'Artothèque de Villeurbanne, à la Nice, et on avait fait l'exposition François Morellet, et on avait fait tout un travail avec des jeunes enfants des banlieues qui avaient du mal au départ avec l'art contemporain et de l'art contemporain, et ils se sont tellement pris au jeu dans ce jeu de cache-cache, vous savez, de la lumière, qu'ils revenaient avec leur famille, toutes des populations immigrées qui avaient une barrière du langage, et ils revenaient dans les expositions et ils expliquaient l'exposition. Ces petits gamins de 6-7 ans expliquaient l'art contemporain à leurs parents. Et il y avait effectivement une libération de la parole. On sait combien l'art est un autre moyen d'accéder à la connaissance, à la parole, à l'acceptation de soi. Enfin, ça, tout le monde le sait, mais après, politiquement, c'est autre chose. C'est autre chose. Mais d'où le travail qui est fait effectivement dans les musées, dans les centres d'art, qui est important de ce point de vue-là. Tous ces ateliers mis en place où les artistes interviennent, c'est partie de ces lieux importants pour les jeunes générations. Bien, je vous laisse découvrir les questions.